Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Aujourd'hui, nous allons découvrir un instrument au son mystérieux. Bien que physiquement peu connu du grand public, le son qu'il produit est bien plus célèbre que vous ne le pensez grâce au monde du cinéma. Alors selon vous, quel est le point commun entre eux? Un archer et une casserole. Le waterphone est un instrument expérimental à friction classé dans les idiophones. Il fut inventé à la fin des années 60 par Richard Waters, et bien que le nom de son inventeur se prête bien à sa création, il n'y a aucune corrélation dedans. En effet, pour profiter de tous les aspects sonores de cet instrument, il faut verser un petit peu d'eau à l'intérieur de sa cuvette, d'où l'utilisation du mot « water » dans waterphone. Ainsi, il produit un son cosmique pouvant également se rapprocher du son des baleines. On pourrait le comparer au bol tibétain, tambour d'eau, kalimba, violon de fer ou encore le cristal bâché, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Il est composé d'un réservoir presque sphérique, de type cuvette, qui peut être plus ou moins important selon les modèles. Dans son milieu est dressé un tube creux permettant d'y verser de l'eau, mais également de tenir l'instrument. Le dessous du récipient est en métal souple, faisant office de diaphragme. Ce dernier permet de mieux retransmettre les réverbérations et les modulations créées par le mouvement de l'eau. La souplesse ou la rigidité de ce diaphragme joue énormément sur son mode de vibration. D'ailleurs, lorsque l'on frappe sur cette surface, le son produit est relativement inharmonique. Cela signifie qu'il est impossible de définir exactement quelle est la note produite. Le liquide possède un rôle important pour la diffusion du son, étant donné que sa propagation est plus rapide dans l'eau que dans l'air. Grosso modo, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde dans l'air, contre environ 1430 mètres par seconde dans l'eau douce. Sans oublier que l'acier a un rôle important pour cette propagation du son, avec une vitesse de 5000 mètres par seconde. Ainsi, le son ne se propageant pas à la même vitesse dans ces trois éléments réunis contribue à l'écho produit et à cet effet wah-wah. Vous avez très certainement déjà fait l'expérience chez vous en faisant votre vaisselle. Il arrive souvent qu'une casserole possédant un peu d'eau produise cet effet en la cognant légèrement. Des tiges en bronze sont soudées tout autour du réservoir et elles déterminent en grande partie la hauteur de la note. Plus la tige sera longue et volumineuse, plus elle sonnera naturellement grave. La technique de jeu permet de faire varier ce paramètre sur une même tige. Plus vous jouez en bas, près du point de soudure, plus le son sera aigu, et plus vous remontez sur la hauteur, plus le son sera grave. Chaque tige vibre en rapport avec ses voisines. Pour essayer d'expliquer simplement, lorsque vous en accordez une seule, celle-ci a son propre mode de vibration. Cependant, si vous en rajoutez d'autres tours, notre première tige ne sonnera plus du tout de la même manière, car elles s'influencent toutes entre elles. Concernant son mode de jeu, il existe différentes utilisations selon l'effet désiré. La plus connue est celle avec un archet de violoncelle ou de contrebasse. On peut aussi retrouver l'utilisation avec un archet courbe, backbogen, qui a la particularité d'être un archet souple et courbé, permettant d'englober une grande série de tiges en même temps. On peut également utiliser des baguettes que l'on viendra frapper ou frotter contre ces dernières. Voire même, on peut tenter l'expérience de frotter une maille au Super Bowl contre le diaphragme, produisant un son relativement impressionnant. Richard Waters était à l'origine peintre et sculpteur. Il fabriquait des sculptures cinétiques qui tournaient dans le vent et certaines produisaient des sons. Waters était très attaché à l'aspect visuel et sonore, mêlant ainsi objets d'art et instruments. C'est durant ses études supérieures au California College of Art and Craft de 1963 à 1965 qu'il découvrit un water drum tibétain, ou en français tambour d'eau tibétain.
et il eut la possibilité de le pratiquer pendant quelques heures, mais malheureusement, il ne revit jamais ce water drum. Selon la description tirée d'une interview de Monsieur Waters, l'instrument en question possédait une forme de tambour en bronze, légèrement aplati, avec une ouverture sur la surface supérieure. Excusez-moi, mais le nom et la description là m'interrogent beaucoup. Normalement, un tambour d'eau est fait en calebasse, une cucurbite assez séchée, et non en bronze. Excusez-moi, il faut que j'aille vérifier. Ok, donc, soit c'est un instrument très rare dont il est difficile de retrouver la trace parce que je n'ai absolument rien trouvé sur le sujet, soit c'est une erreur que fait Waters depuis toujours, et cela pourrait être compréhensible parce qu'il n'a vu l'instrument qu'une seule fois, il y a maintenant 50 ans. Donc je vais me permettre de faire une petite hypothèse. Je ne prétends pas détenir la vérité, et si jamais vous avez quelques informations à m'apporter, je suis preneuse. Donc, d'après mes recherches, je considère que cet instrument se rapproche plus du bol taoïste, également appelé lungding ou water spring ball. Cet instrument obligé chinois, datant environ du 5e siècle avant Jésus-Christ, est un bol en bronze, en forme de vasque, rempli d'eau et orné de 2 poignées creuses en laiton de chaque côté. On raconte que l'empereur, ayant pour signe de richesse les ongles démesurément longs, ne pouvait se laver le visage avec les mains. Un serviteur utilisait alors le lungding en frottant ses mains humides contre les poignets. Ainsi, les vibrations créées par le bol chantant faisaient jaillir l'eau et l'empereur n'avait plus qu'à approcher son visage pour faire sa toilette. Vidéo de démonstration. Cette parenthèse terminée, revenons-en à notre waterphone. C'est par la suite, lors d'un défilé à Haight-Ashbury en 68, que Waters fut impressionné par la qualité sonore produite par une kalimba, également appelée piano à pouce africain. Suite à ça, il se mit à fabriquer des pianos américains à pouce, inspirés de la kalimba, dans des boîtes de conserve avec des tiges en bronze soudées tout autour de l'instrument. Après plusieurs essais, il finit par assembler des saladiers et des enjoliveurs, créant ainsi des résonateurs. La technique de jeu était différente car il fallait percuter avec des baguettes. Il apporta enfin ces modèles chez son ami Lee Charlton, batteur de jazz, où ils versèrent un peu d'eau dans le réceptacle et utilisèrent un archet bien enduit de colophane. Le premier modèle de waterphone était né. Il développa le concept en faisant différents essais, comme vous pouvez le voir ici, avec une marmite en guise de récipient, afin de se rapprocher de plus en plus de sa forme standard. Et c'est le 15 février 1973 que Richard Waters déposa le brevet numéro 3896696 pour son invention, brevet qui fut publié le 29 juillet 1975. Malheureusement, peu de temps après, Waters, victime de son succès, rencontra des problèmes avec des personnes qui copiaient ses créations. Les poursuites restant compliquées pour cause de soucis financiers, il réalisa alors qu'il devait faire évoluer ses instruments pour ainsi distancer ses imitateurs. L'inventeur se tourna vers l'acier inoxydable pour les résonateurs et des fixations en bronze, améliorant ainsi la qualité sonore et la solidité. Le waterphone standard subit plusieurs transformations et il fit également évoluer ses différents modèles en changeant la taille et la forme. Il créa ainsi un petit waterphone, le Small, mais qu'il abandonna rapidement car il possédait des sons trop minimes. Une version légère, l'Ultra Light, construit en acier inoxydable fin, mais qu'il abandonna également rapidement. Par la suite, dans les années 80, des waterphones basses furent créés, avec une partie supérieure bombée et un résonateur en acier inoxydable très fin, malheureusement plus disponible. Ses successeurs, nommés Weller, qui vient de well et signifie baleine, Bass ou encore Méga Bass pour le plus grand, furent fabriqués avec des cuvettes similaires aux basses d'origine, variant juste sur le diamètre mais avec un acier plus épais, produisant ainsi un meilleur soutien et un volume sonore plus important. Les RSG sont de très larges waterphones qui sont soit sur pivot, soit suspendus.
car il possède des tiges plus longues et une deuxième rangée de tiges situées sur le périmètre inférieur, donnant l'impossibilité de les poser à terre. Ces derniers sont des instruments à spectre large possédant des sons aigus et graves. Le plus grave de ces waterphones, qui n'est autre que le Megabass, est également celui qui possède le son le plus riche, en opposition au waterphone standard, plus limité. Suite à la disparition de Richard Waters le 4 juillet 2013, une deuxième génération d'instruments vit le jour en mai 2014. Ils sont dorénavant fabriqués par Brooks Huber III, le successeur officiel de Richard Waters. Donc si vous souhaitez acquérir un véritable waterphone, il faut que ce dernier ait été fabriqué et signé par Waters lui-même avant sa mort, ou actuellement Brooks. Mais cependant, le prix reste relativement élevé pour des débutants. Il reste des alternatives de moins bonne qualité, mais pas forcément moins coûteuses, comme l'Ocean Harp, l'Aquaphone, l'Aquasonic, etc. Concernant l'utilisation du waterphone, Jim Nolman, artiste conceptuel et militant écologiste, tenta de communiquer avec les animaux par le biais de la musique. Il fit donc l'expérience d'utiliser le waterphone en milieu marin pour établir une communication avec des cétacés. D'après son expérience partagée dans Dolphin Dreamtime, Talking to the Animals de 1985, il fit part d'un intérêt non négligeable de ces cétacés pour les productions sonores de l'instrument. Le waterphone est également très souvent utilisé dans le cinéma. Pour ne vous citer que quelques exemples, vous pouvez le trouver dans la BO de la trilogie de Matrix de Don Davis, ou encore dans des films d'horreur comme Amityville, la maison du diable de 1979, ou encore Poltergeist de 1982. Mais également dans les films Star Trek 2, La colère de Khan de 1982, Retour vers le futur de 1985, Jurassic Park de 1993, Harry Potter et la coupe de feu de 2005, Le Hobbit et la bataille des 5 armées de 2014. Et au niveau des séries, vous pouvez l'entendre dans The X-Files, Lost, How I Met Your Mother, Les Contes de la Crypte, et j'en passe. Et même dans les web-séries, avec le 4e épisode de Golden Moustache, Les Originaux, ou Le Secret des Balls de French Ball, épisode 7. Voici la liste complète si vous avez le courage de mettre sur pause et de tout lire. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cet instrument pourtant si connu au cinéma, mais complètement invisible. Je tiens à remercier Alexis Saveliev, musicien, compositeur, waterphoniste français, qui m'a donné l'autorisation de prendre en photo ces instruments, qui a gentiment réalisé la vidéo de présentation de cet épisode et qui m'a fourni tous les documents nécessaires pour la recherche de cet épisode. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.